Bonjour, je m'appelle Rose. Je suis professeure de français et soyez le bienvenu à la chaîne Eu Quero Aprender Francês. Le chat. Livre audio gratuit. Un texte de Théodore de Banville. Tout animal est supérieur à l'homme, parce qu'il a en lui le divin, c'est-à-dire par l'instinct. Or, de tous les animaux, le chat est celui chez lequel l'instinct est le plus persistant, le plus impossible à tuer. Sauvage ou domestique, il reste lui-même, obstinément, avec une sérénité absolue, et aussi rien ne peut lui faire perdre sa beauté et sa grâce suprême. Il n'y a pas de condition si humble et si vile qui arrive à le dégrader, parce qu'il n'y consent pas, et qu'il garde toujours la seule liberté qui puisse être accordée aux créatures, c'est-à-dire la volonté et la résolution arrêtée d'être libre. Il l'est en effet, parce qu'il ne se donne que dans la mesure où il le veut, accordant ou refusant à son gré son affection et ses caresses, et c'est pourquoi il reste beau, c'est-à-dire semblable à son type éternel. Prenez deux chats, l'un vivant dans quelque logis de grande dame ou de poète, sur les moelleux tapis, sur les divans de soie et les coussins armoriés, l'autre étendu sur le carreau rougi, dans un logis de vieille fille pauvre, ou pelotonné dans une loge de portière. Eh bien, tous deux auront au même degré la noblesse, le respect de soi-même, l'élégance, à laquelle le chat ne peut renoncer sans mourir. En lisant le morceau si épouvantablement injuste que Buffon a consacré au chat, on reconstruirait, si la mémoire en était perdue, tout ce règne de Louis XIV, où l'homme se crut devenir soleil et centre du monde, et ne put se figurer que des milliers d'astres et d'étoiles avaient été jetés dans les terres, pour autre chose que pour son usage personnel. Ainsi le savant à manchette, reprochant au gracieux animal de voler ce qu'il lui faut pour sa nourriture, semble supposer chez les chats une notion exacte de la propriété et une connaissance approfondie des codes, qui, par bonheur, n'ont pas été accordés aux animaux. Ils n'ont, ajoute-t-il, que l'apparence de l'attachement. On le voit à leurs mouvements obliques, à leurs yeux équivoques. Ils ne regardent jamais en face la personne aimée. Soit défiance ou fausseté, ils prennent des détours pour en approcher, pour chercher les caresses auxquelles ils ne sont sensibles que pour le plaisir qu'elles leur font. Ô injuste grand savant que vous êtes, est-ce que nous cherchons, nous, les caresses pour le plaisir qu'elles ne nous font pas? Vous dites que les yeux des chats sont équivoques. Relativement à quoi? Si tout d'abord nous n'en pénétrons pas la subtile et profonde pensée, cela ne tient-il pas à notre manque d'intelligence et d'intuition? Quant au détour, mais le spirituel Alphonse Karr a adopté cette devise charmante. Je ne crains que ce que j'aime. Et comme on le voit, le chat, plein de prudence, l'avait adopté avant lui. Sans doute il se laisse toucher, caresser, tirer les poils, porter la tête en bas par les enfants, instinctif comme lui. Mais il se défie toujours de l'homme, et c'est en quoi il prouve son profond bon sens. N'a-t-il pas sous les yeux l'exemple de ce chien que le même Buffon met si haut? Et ne voit-il pas par là ce que l'homme fait des animaux qui consentent à être ses serviteurs et se donnent à lui sans restriction, une fois pour toutes? L'homme fait du chien un esclave attaché, mis à la chaîne. Il lui fait traîner des carrioles et des voitures. Il l'envoie chez le boucher chercher de la viande, à laquelle il ne devra pas toucher. Il le réduit même à la condition dérisoire de porter les journaux dans le quartier. Il avait fait du chien de Munito un joueur de domino, et pour peu il l'aurait réduit à exercer le métier littéraire, à faire de la copie, ce qui, pour un animal né libre sous les cieux, me paraîtrait le dernier degré de l'abaissement. L'homme oblige le chien à chasser pour lui, à ses gages et même sans gages. Le chat préfère chasser pour son propre compte, et à ce sujet on l'appelle voleur, sous prétexte que les lapins et les oiseaux appartiennent à l'homme. Mais c'est ce qu'il faudra démontrer. On veut lui imputer à crime ce qui fit la gloire de Nemrod et d'Hippolyte, et c'est ainsi que nous avons toujours deux poids inégaux et deux mesures. En admettant même que l'univers ait été créé pour l'homme, plutôt que pour le chat et les autres bêtes, ce qui me paraît fort contestable, nous devrions encore au chat une grande reconnaissance, car tout ce qui fait la gloire, l'orgueil et le charme pénétrant de l'homme civilisé, il me paraît l'avoir servilement copié sur le chat. Le type le plus élégant que nous ayons inventé, celui d'Arlequin, n'est pas autre chose qu'un chat.
s'il a pris au carlin sa face vicieuse, sa tête noire, ses sourcils, sa bouche proéminente, tout ce qu'il y a de leste, de gai, de charmant, de séduisant, d'envolé, vient du chat, et c'est à cet animal caressant et rapide qu'il a pris ses gestes enveloppants et ses poses élamourées. Mais le chat n'est pas seulement Arlequin, il est Chérubin, il est Léandre, il est Valère, il est tous les amants et tous les amoureux de la comédie, à qui il a enseigné les regards en coulisses et les ondulations serpentines. Et ce n'est pas assez de le montrer comme le modèle des amours de théâtre. Mais le vrai amour, celui de la réalité, celui de la vie, l'homme sans lui en aurait-il eu l'idée? C'est le chat qui va sur les toits miauler, gémir, pleurer d'amour. Il est le premier, il est le plus incontestable des Roméos, sans lequel Shakespeare sans doute n'eût pas trouvé le sien. Le chat aime le repos, la volupté, la tranquille joie. Il a ainsi démontré l'absurdité et le néant de l'agitation stérile. Il n'exerce aucune fonction et ne sort de son repos que pour se livrer au bel art de la chasse, montrant ainsi la noblesse de l'oisiveté raffinée et pensive, sur laquelle tous les hommes seraient des casseurs de cailloux. Il est ardemment, divinement, délicieusement propre, et cache soigneusement ses ordures. N'est-ce pas déjà un immense avantage qu'il a sur beaucoup d'artistes qui confondent la sincérité avec la platitude? Mais bien plus, il veut que sa robe soit pure, lustrée, nette de toute souillure, que cette robe soit de couleur cendrée, ou blanche comme la neige, ou de couleur fauve rayée de brun ou bleu, car au bonheur, il y a des chats bleus. Le chat la frotte, la peigne, la nettoie, la pare avec sa langue râpeuse et rose, jusqu'à ce qu'il l'ait rendue séduisante et lisse, enseignant ainsi en même temps l'idée de propreté et l'idée de parure. Et qu'est-ce que la civilisation a trouvé de plus? Sans ce double et précieux attrait, quel serait l'avantage de madame de Maufrigneuse sur une marchande de pommes de la râpée? Ou plutôt, quel ne serait pas son désavantage vis-à-vis de la robuste fille mal lavée? Sous ce rapport, le moindre chat surpasse de beaucoup les belles, les reines, les Médicis de la cour de Valois et de tout le XVIe siècle, qui se bornaient à se parfumer sans s'inquiéter du reste. Aussi a-t-il servi d'incontestable modèle à la femme moderne. Comme un chat ou comme une chatte, elle existe, elle se repose, elle se mêle immobile à la splendeur des étoffes, et joue avec sa proie comme le chat avec la souris, bien plus empressé à égorger sa victime qu'à la manger. Tels les chats qui, au bout du compte, préfèrent de beaucoup le lait sucré aux souris, et jouent avec la proie vaincue par pur dandysme, exactement comme une coquette, la laissant fuir, s'évader, espérer la vie, et posant ensuite sur elle une griffe impitoyable. Et c'est d'autant plus une simple volupté que leurs courtes dents leur servent qu'à déchirer et non à manger. Mais tout en eux a été combiné pour le piège, la surprise, l'attaque nocturne. Leurs admirables yeux, qui se contractent et se dilatent d'une façon prodigieuse, y voient plus clair la nuit que le jour, et la pupille, qui le jour est comme une étroite ligne, dans la nuit devient ronde et large, poudrée de sable d'or et pleine d'étincelles. Escarboucle ou émeraude vivante, elle n'est pas seulement lumineuse, elle est lumière. On sait que le grand Camoens, n'ayant pas de quoi acheter une chandelle, son chat lui prêta la clarté de ses prunelles pour écrire un chant des Lusiades. Certes, voilà une façon vraie et positive d'encourager la littérature, et je ne crois pas qu'aucun ministre de l'instruction publique en ait jamais fait autant. Bien certainement, en même temps qu'il l'éclairait, le bon chat lui apportait sa moelleuse et douce robe à toucher, et venait chercher des caresses pour le plaisir qu'elle lui causait, sentiment qui, ainsi que nous l'avons vu, blessait Buffon. Mais ne saurait étonner un poète lyrique, trop voluptueux lui-même, pour croire que les caresses doivent être recherchées dans un but austère et exempt de tout agrément personnel. Peut-être y a-t-il des côtés par lesquels le chat ne nous est pas supérieur. En tout cas, ce n'est pas par sa charmante, fine, subtile et sensitive moustache, qui orne si bien son joli visage, et qui, muni d'un tact exquis, le protège, le gouverne, l'avertit des obstacles, l'empêche de tomber dans les pièges. Comparez cette parure de luxe, cet outil de sécurité, cet impendice qui semble fait de rayons de lumière, avec notre moustache à nous, rude, inflexible, grossière, qui écrase et tue le baiser, et met entre nous et la femme aimée une barrière matérielle. Contrairement à la délicate moustache du chat,
qui jamais n'obstrue et ne cache son petit museau rose, la moustache de l'homme, plus elle est d'un chef, d'un conducteur d'hommes, plus elle est belle et guerrière, plus elle rend la vie impossible. C'est ainsi qu'une des plus belles moustaches modernes, celle du roi Victor Emmanuel, qui lui coupait si bien le visage en deux comme une héroïque balafre, ne lui permettait pas de manger en public. Et quand il mangeait tout seul, les portes bien closes, il fallait qu'il les relevât avec un foulard, dont il attachait les bouts derrière sa tête. Combien alors ne devait-il pas envier la moustache du chat, qui se relève d'elle-même et toute seule, et ne le gêne en aucune façon dans les plus pompeux festins d'apparat. Le scapin, gravé à l'eau forte dans le théâtre italien du comédien Riccoboni, a une moustache de chat, et c'est justice, car le chat botté est, bien plus que Dave, le père de tous les scapins, de tous les mascarilles. À l'époque où se passa cette belle histoire, le chat voulut prouver, une fois pour toutes, que s'il n'est pas intrigant, c'est non pas par impuissance de l'être, mais par un noble mépris pour l'art des Mazarins et des Talleyrand. Mais la diplomatie n'a rien qui dépasse ses aptitudes, et pour une fois qu'il voulut s'en mêler, il maria, comme on le sait, son maître, ou plutôt son ami, avec la fille d'un roi. Bien plus, il exécuta toute cette mission sans autres accessoires qu'un petit sac fermé par une coulisse et une paire de bottes. Et nous ne savons guère de ministre de France à l'étranger qui, pour arriver souvent à de plus minces résultats, se contenterait d'un bagage si peu compliqué. À la certitude avec laquelle le chat combina, ourdit son plan et l'exécuta, sans une faute de composition, on pourrait voir en lui un auteur dramatique de premier ordre, et il le serait sans doute s'il n'eût préféré à tout sa noble et chère paresse. Toutefois, il adore le théâtre, et il se plaît infiniment dans les coulisses, où il retrouve quelques-uns de ses instincts chez les comédiennes, essentiellement chattes de leur nature, notamment à la Comédie Française, où depuis Molière s'entassent, accumulés à toutes les époques, des mobiliers d'un prix inestimable, des dynasties de chats, commencées en même temps que les premières collections, protègent ses meubles et les serges, les damas, les lampasses antiques, les tapisseries, les verdures, qui sans eux seraient dévorées par d'innombrables légions de souris. Ces braves sociétaires de la chatterie comique, héritiers légitimes et directs de ceux que caressaient les belles mains de mademoiselle Debris et d'Armand de Béjart, étranglent les souris, non pour les manger, car la Comédie Française est trop riche pour nourrir ses chats d'une manière si sauvage et si primitive, mais par amour pour les délicates sculptures et les somptueuses et amusantes étoffes. Cependant, à la comédie sensée et raisonnable du justicier de Molière, le chat qui, ayant été Dieu, sait le fond des choses, préfère encore celle qui se joue dans la maison de Guignol, comme étant plus initiale et absolue. Tandis que le guerrier, le conquérant, le héros monstre, le meurtrier difforme et couvert d'or éclatant, vêtu d'un pourpoint taillé dans l'azur du ciel et dans la pourpre des aurores, l'homme, Polichinelle en un mot, se sert, comme Thésée ou Hercule, d'un bâton qui est une massue, boit le vin de la joie, savoure son triomphe, et se plonge avec ravissement dans les voluptés et dans les crimes, battant le commissaire, pendant le bourreau à sa propre potence, et tirant la queue écarlate du diable. Lui, le chat, il est là, tranquillement assis, apaisé, calme, superbe, regardant ces turbulences avec l'indifférence d'un sage, et estimant qu'elles résument la vie avec une impartialité sereine. Là, il est dans son élément, il approuve tout, tandis qu'à la Comédie Française, il fait quelquefois de la critique, et de la meilleure. On se souvient que par amitié, pour la grande Rachel, la plus spirituelle parmi les femmes, et aussi parmi les hommes qui vécurent de l'esprit, la belle madame Delphine de Girardin, aux cheveux d'or, se laissa mordre par la muse tragique. Elle fit une tragédie, elle en fit deux, elle allait en faire d'autres. Nous allions perdre à la fois cette verve, cet esprit, ces vives historiettes, ces anecdotes sorties de la meilleure veine française, tout ce qui faisait la grâce, le charme, la séduction irrésistible de cette poétesse extra-parisienne. Et tout cela allait se noyer dans le vague océan des alexandrins récités par des acteurs affublés de barbes coupant la joue en deux, et tenus par des crochets qui reposent sur les oreilles. Comme personne ne songeait à sauver l'illustre femme menacée d'une tragédite chronique, le chat y songea pour tout le monde, et se décida à faire un grand coup d'état. Au premier acte de Judith, tragédie et précisément au moment où l'on parlait de tigre, un des chats de la Comédie Française,
Je le vois encore, maigre, efflanqué, noir, terrible, charmant, s'élança sur la scène, sans y avoir été provoqué par l'avertisseur, bondit, passa comme une flèche, sauta d'un rocher de toile peinte à un autre rocher de toile peinte, et dans sa course vertigineuse emporta la tragédie épouvantée, rendant ainsi à l'improvisation éblouissante, à la verve heureuse, à l'inspiration quotidienne, à l'historiette de Tallemant, des Réaux, merveilleusement ressuscitée, une femme qui, lorsqu'elle parlait avec Méry, avec Théophile Gautier, avec Balzac, les faisait paraître des causeurs pâles. Ce n'est aucun d'eux qui la sauva du songe, du récit de Théramène, de toute la friperie classique et qui l'a remis dans son vrai chemin. Non, c'est le chat. D'ailleurs, entre lui et les poètes, c'est une amitié profonde, sérieuse, éternelle, et qui ne peut finir. La Fontaine, qui mieux que personne a connu l'animal appelé homme, mais qui, n'en déplaise à Lamartine, connaissait aussi les autres animaux, a peint le chat sous la figure d'un conquérant, d'un Attila, d'un Alexandre, ou aussi d'un vieux malin ayant plus d'un tour dans son sac, mais pour la chatte, il s'est contenté de ce beau titre, qui est toute une phrase significative et décisive, la chatte métamorphosée en femme. En effet, la chatte est toute la femme. Elle est courtisane, si vous voulez, paresseusement étendue sur les coussins et écoutant les propos d'amour. Elle est aussi mère de famille, élevant, soignant, pomponnant ses petits, de la manière la plus touchante, leur apprenant à grimper aux arbres, et les défendant contre leur père, qui pour un peu les mangerait, car en ménage les mâles sont tous les mêmes, imbéciles et féroces. Lorsqu'à Saint-Pétersbourg, les femmes, avec leurs petits museaux rosés et rougis, passent en calèche, emmitouflées des plus riches et soyeuses fourrures, elles sont alors l'idéal même de la femme, parce qu'elles ressemblent parfaitement à des chattes. Elles font ronron, miaulent gentiment, parfois même égratignent, et comme les chattes, écoutent longuement les plaintes d'amour, tandis que la brise glacée caresse cruellement leurs folles lèvres de rose. Le divin Théophile Gautier, qui en un livre impérissable nous a raconté l'histoire de ses chats et de ses chattes blanches et noires, avait une chatte qui mangeait à table, et à qui l'on mettait son couvert. Ces chats, très instruits comme lui, comprenaient le langage humain, et si on disait devant eux de mauvais vers, frémissaient comme un fer rouge plongé dans l'eau vive. C'étaient eux qui faisaient attendre les visiteurs, leur montraient les sièges de damas pourpre, et les invitaient à regarder les tableaux pour prendre patience. Ne sachant pas aimer à demi, et respectant religieusement la liberté, Gautier leur livrait ses talons, son jardin, toute sa maison, et jusqu'à cette belle pièce meublée en chêne, artistement sculptée, qui lui servait à la fois de chambre à coucher et de cabinet de travail. Mais Baudelaire, après les avoir chantés dans le sonnet sublime, où il dit que l'Érèbe les eût pris pour ses coursiers, si leur fierté pouvait être assouplie un joug, Baudelaire l'éloge plus magnifiquement encore que ne le fait son ami, comme on peut le voir dans son 52e poème intitulé « Le chat ». Dans ma cervelle se promène, ainsi qu'en son appartement, un beau chat fort doux et charmant. Quand il miaule, on l'entend à peine. Tant son timbre est tendre et discret, mais que sa voix s'apaise ou gronde, elle est toujours nette et profonde. C'est là son charme et son secret. Cette voix qui perle et qui filtre dans mon fond le plus ténébreux, me remplit comme un verre nombreux, et me réjouit comme un filtre. Logé dans la cervelle du poète de spleen et idéal, certes ce n'est pas un honneur à dédaigner, et je me figure que le chat devait avoir là une bien belle chambre, discrète, profonde, avec de moelleux divans, des ors brillants dans l'obscurité, et de grandes fleurs étranges. Plus d'une femme sans doute y passa et voulut y demeurer, mais elle était accaparée pour jamais par ces deux êtres familiers et divins, la poésie et le chat, qui sont inséparables. Et le doux être pensif et mystérieux habite aussi dans la plus secrète solitude des cœurs féminins, jeunes et vieux. Dans l'école des femmes de Molière, lorsqu'Arnolphe revient dans sa maison, s'informe de ce qui a pu se passer en son absence, et demande anxieusement « Quelle nouvelle ?» Agnès, la naïveté, l'innocence, l'âme en fleurs, encore blanche comme un lys, ne trouve que ceci à lui répondre « Le petit chat est mort ». De tous les événements qui se sont succédés autour d'elle, même lorsque le rusé amour commence à tendre autour d'elle son filet aux invisibles mailles, elle n'a retenu que cette tragédie, la mort du petit chat, auprès de laquelle tout le reste n'est rien. Et connaissez-vous un plus beau cri envolé que celui-ci? C'est la mère Michel qui a perdu son chat.
Les autres vers de la chanson peuvent être absurdes, ils le sont, et cela ne fait rien. En ce premier vers sinistre et grandiose, le poète a tout dit, et il a montré la mère Michel désespérée, tordant ses bras, privée de celui qui dans sa vie absurde représentait la grâce, la caresse, la grandeur épique, l'idéal sans lequel ne peut vivre aucun être humain. Tout à l'heure elle était la compagne de la rêverie, du rythme visible, de la pensée agile et mystique. Elle n'est plus à présent qu'une ruine en carton couleur d'amadou, cuisant sur un bleuissant feu de braise un miroton arrosé de ses larmes ridicules. Le chat peut être représenté dans son élégante réalité par un Oudry, ou de nos jours par un Lambert, mais il partage avec l'homme seul le privilège d'affecter une forme qui peut être miraculeusement simplifiée et idéalisée par l'art, comme l'ont montré les antiques Égyptiens et les ingénieux peintres japonais. Le rendez-vous de chat d'Édouard Manet, donné par Champfleury dans son livre, est un chef-d'œuvre qui fait rêver. Sur un toit éclairé par la lune, le chat blanc aux oreilles dressées, dessiné d'un trait initial, et le chat noir rassemblé, attentif, aux moustaches hérissées, dont la queue relevée en S dessine dans l'air comme un audacieux paraphe, s'observent l'un l'autre, enveloppés dans la vaste solitude des cieux. À ce moment où dort l'homme fatigué et stupide, l'extase est à eux et l'espace infini. Ils ne peuvent plus être attristés par les innombrables lieux communs que débite effrontément le roi de la création, ni par les pianos des amateurs, pour lesquels ils éprouvent une horreur sacrée, puisqu'ils adorent la musique. La couleur du poil, qui chez le chat sauvage est toujours la même, varie à l'infini et offre toutes sortes de nuances diverses chez le chat domestique. Cela tient à ce que, comme nous, par l'éducation, il devient coloriste, et se fait alors l'artisan de sa propre beauté. Une autre différence plus grave, c'est que le chat sauvage, ainsi que l'a observé Buffon, a les intestins d'un tiers moins larges que ceux du chat civilisé. Cette simple remarque ne contient-elle pas en germe toute la comédie de la vie, et ne fait-elle pas deviner tout ce qu'il faut d'audace, d'obstination, de ruse à l'habitant des villes pour remplir ces terribles intestins, qui lui ont été accordés avec une générosité si prodigue, sans les titres de rente qu'ils eussent rendu nécessaires. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous invite à liker et partager cette vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de laisser vos impressions en commentaire. Merci beaucoup et à la prochaine.